Amis culturels, bonjour et merci pour votre fidélité. Nous sommes ici dans l'espace LAFNAC donc, de Brazzaville où nous assistons à cette très belle cérémonie de présentation et vente dédicace donc, de l'ouvrage Enjeux et perspectives, diversification économique au Congo-Brazzaville. Un ouvrage de Juste Désiré Mondélé paru aux éditions Jean Picolec. Il faut dire juste que cet ouvrage fait l'objet de cette cérémonie et sur le plateau de Cultura, nous recevons Juste Désiré Mondélé. Bonjour. Alors, cher ami, voilà, vous allez bien? Voilà, merci. Alors, donc, je parlais tout à l'heure, je disais que nous sommes là, ici, dans cet espace de la FNAC de Brazzaville, où vous avez voulu faire donc, cette très belle cérémonie, il faut dire, qui porte sur votre ouvrage Enjeux et perspectives, diversification économique au Congo-Brazzaville, un ouvrage que vous venez de publier aux éditions Jean Picolec. Alors, on ne dira pas pourquoi Enjeux et perspectives, puisque nous y arriverons. D'abord, dans cet espace, il faut dire également qu'il rend compte aussi, n'est-ce pas, d'une dimension de l'économie du Congo. Pourquoi avoir fait le choix de la FNAC? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a motivé Juste Désiré? Il y a plusieurs points de vente. Il y a plusieurs points de vente de ce livre. Et ma foi, c'est le management, le top management de la FNAC qui m'a proposé cette cérémonie de dédicace. Ce qui se fait aussi ailleurs, hein, c'est la pratique un peu ailleurs. Donc non, si demain une autre librairie, un autre point de vente m'invite à me plier au même exercice, ça serait avec plaisir. Bon, alors, puisque nous parlons de la diversification économique au Congo-Brazzaville et que vous abordez donc les éléments qui portent sur les enjeux et perspectives, est-ce que vous pouvez d'abord nous faire cet historique sur l'économie congolaise? Alors, avant de faire l'historique sur l'économie congolaise, il est important de définir la notion d'économie. La notion d'économie, sachant que dans son étymologie grecque, économie veut simplement dire l'art de gérer un foyer, l'art de gérer une famille, et par extension, donc l'économie, c'est aussi la gestion d'un État. Alors, la diversification de l'économie, qu'est-ce à dire? C'est simplement réorienter notre économie, c'est-à-dire que aller vers les secteurs de production primaires, donc l'extraction des matières premières, l'exploitation des matières premières, vers le secteur secondaire à travers la transformation de ces matières, l'industrialisation de ces matières, une plus-value un peu plus accrue pour ainsi transiter vers le secteur tertiaire avec donc le commerce, avec le tourisme, avec les services et autres. Donc c'est simplement en ce qui concerne notre pays, la République du Congo, c'est de sortir d'une économie monoproduit, essentiellement monoproduit, donc vu que notre économie est basée sur le pétrole, pour aller avant tout vers la plus-value en ce qui concerne la matière pétrolière, parce que diversification ne veut pas dire il faut sortir du pétrole. Non, nous ne sommes pas dans un débat comme en ce moment en Europe, en Occident, sur la transition énergétique pour quitter une source donnée, donc partir du nucléaire pour d'autres ressources énergétiques. Mais en ce qui nous concerne, il s'agit déjà d'apporter une plus-value à la matière pétrolière, parce que nous exportons. Et souvent, le retour qu'on a dans les pays producteurs, pas seulement du pétrole, ça peut être de l'or, du diamant, ça peut être le coton. À l'export, c'est la matière première brute qui s'en va. Au retour, après une transformation, après un apport technologique au niveau du pays importateur, au retour, le produit prend de la valeur. Et cette valeur ajoutée, malheureusement, obère, il pèse sur le consommateur, pèse sur finalement les populations. Donc l'idée ici, c'est d'apporter une plus-value, de diversifier la base de production.
Alors, pour nos amis culturels qui nous suivent, juste un petit mot sur l'auteur, notre invité. Il faut dire que juste Désiré Mondélé est né à Brazzaville. Donc, après des études à Bucarest, une maîtrise en sciences politiques, il arrive à Paris pour un DCS de gestion des collectivités locales. Juste Désiré Mondélé, qui est notre invité aujourd'hui, est directeur général de la Société congolaise de manutention de bois, en sigle SOCOMAB. Et il faut dire que c'est un ancien vice-président du groupe de négociation de la République du Congo pour la facilitation des échanges à l'OMC. Prix d'excellence en 2015 des entreprises congolaises, catégorie transport et logistique. Et il est commandeur donc dans l'ordre du mérite congolais. Et élu municipal de la ville de Brazzaville, conseiller spécial du président de la République, chef du département politique. Et là, nous parlons avec lui de son ouvrage Enjeux. Alors, je voulais juste dire un mot sur cette présentation. Oui. Parce que la fonction principale que j'assume aujourd'hui, que j'ai l'honneur d'assumer aujourd'hui, c'est la fonction de conseiller chef du département politique auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La fonction importante, celle que j'assume au quotidien aujourd'hui. Voilà. Et donc je profite de l'occasion pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette marque de considération. Oui. À votre égard. Ben voilà. Bien, merci et toutes mes félicitations, il faut le dire. Et donc quand on a fait cette présentation, il faut dire juste Désiré Mondélé que ça vous donne, n'est-ce pas, ça vous donne cette autorité de parler de la diversité économique. Ça vous donne cette autorité parce que même en qualité d'entrepreneur, donc il faut dire donc du directeur général, en qualité de chef d'entreprise, j'espère que ça vous donne cette autorité de dire vous avez cette expérience pour nous parler de la diversité. Parce qu'en fait, d'aucuns se demanderaient pourquoi, qu'est-ce qui lui donne cette qualité de parler de l'économie, des enjeux, des perspectives et naturellement de la diversité économique. Alors, je pense que tout le monde, pas forcément les économistes ou les managers d'entreprise, même les consommateurs, les populations, tout le monde a cette autorité intellectuelle, cette liberté intellectuelle et morale et de pouvoir, je veux dire, faire des propositions, aborder, que ce soit des sujets économiques, des sujets... en tout cas, tous les sujets sociétaux, sont des sujets qui touchent directement à notre société. Donc, mais il faut toutefois indiquer que la précision vient de l'expérience. C'est sûr que c'est fort de l'observation, c'est fort de la pratique, dans certains métiers, que facilement on peut avoir je dirais pas cette facilité, mais qu'on aurait un peu plus d'éléments, on aurait un peu plus de capacité à pouvoir observer et donc rendre ce qu'on vit au quotidien aussi. Voilà. Alors, vous venez donc de définir là, tout à l'heure, la diversification économique. Mais une chose qui m'intéresse dans cette définition, c'est la précision que vous apportez lorsque vous mentionnez qu'aujourd'hui, une diversification économique peut se faire en interne, n'est-ce pas, comme en externe, n'est-ce pas, d'un secteur donné. Puisqu'aujourd'hui, généralement, quand on parle du Congo, pays producteur de pétrole, et une fois qu'on a mentionné la diversité économique, on a le sentiment qu'on veut sortir nécessairement des hydrocarbures pour d'autres secteurs. Alors que là, vous nous mentionnez que même au sein même de l'hydrocarbure, il peut s'opérer ce que nous mentionnons comme diversification économique. Exactement. Alors déjà, la problématique de la diversification ne touche pas seulement notre pays. Hein, ça touche tous les pays producteurs de matières premières. Et quand on fait une observation empirique, on se rend compte que certains chercheurs qui ont observé l'évolution des économies dans certains pays producteurs de matières premières, que ce soit l'or, le diamant, le coton, le pétrole et autres, ces chercheurs avaient observé que ces pays, à la fin de compte, ces pays exportateurs de matières premières, souffraient d'un syndrome qu'ils ont appelé syndrome hollandais. Alors, ce syndrome hollandais a montré que plus les pays exportaient leurs matières premières,
plus les pays importateurs, eux, améliorer les capacités de transformation, améliorer la technologie, développer leur industrie et, à contrario, les pays exportateurs des matières premières restaient à un état rudimentaire simplement donc, de l'extraction et finalement l'export. Alors, lorsqu'on a fait, on a planté ce décor, par rapport à votre question, oui, il ne s'agit pas de sortir des hydrocarbures. C'est surtout l'erreur qu'on ne devrait pas faire à mon sens. Diversifier, c'est aussi intégrer tous les secteurs de production, à savoir le secteur énergétique, donc, y compris aussi le pétrole, et intégrer tous les autres secteurs agro-industriels, les secteurs touristiques et bien d'autres secteurs. On pourrait aussi, dans le cas des hydrocarbures, envisager d'apporter une plus-value à ce produit. En développant par exemple les capacités de raffinage, je ne prends qu'un exemple, pour avoir finalement les produits finis, une partie pourrait aller à l'export et une autre partie pourrait être exploitée sur place. On aura là déjà diversifié, tant soit peu, une partie de notre économie en se basant déjà sur les hydrocarbures. Ensuite, il y a toute la gamme de production qu'on doit... le pays est tellement riche, 22 millions d'hectares de forêt, 10 millions de terres arables non exploitées, une capacité hydrographique extraordinaire avec un port en eau profonde, un chemin de fer qui lie le port de Pointe-Noire à Brazzaville, un corridor multimodal, puisqu'aujourd'hui on peut partir de Pointe-Noire jusqu'à Ouesso, qui devient un pôle industriel aussi très important, avec le barrage d'Ouesso, avec la route Pointe-Noire-Ouesso. Donc on a là des atouts physiques, des atouts naturels qui font que on peut y aller. On peut y aller, merci Juste Désiré Mandélé, cher ami culturel. Je vous rappelle que nous recevons sur le plateau de Cultura Juste Désiré Mandélé, qui vient de publier aux éditions Jean Picolec Enjeux et perspectives, diversification économique au Congo-Brazzaville. Alors, Juste Désiré, vous mentionnez dans cet ouvrage ce que vous appelez par les forces et les faiblesses de l'économie congolaise. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces forces et ces faiblesses? Alors, on va commencer par les forces. Les forces du Congo, c'est déjà ça. L'une des forces principales du Congo, c'est le capital humain. Le Congo a un capital humain extraordinaire. C'est une population très jeune, alphabétisée. C'est une population qui, finalement, c'est une population jeune, qui a besoin de renforcer ses capacités de savoir, qui a besoin de renforcer ses capacités de production et son apport au niveau de la société. Donc ça, c'est déjà fondamental. Ensuite, il y a la géographie. Je soulignais tout à l'heure que le Congo, c'est 22 millions d'hectares de forêt, c'est 10 millions de terres arables, c'est une hydrographie formidable, avec les affluents, les fleuves, avec sa facette maritime, un port en eau profonde, donc une capacité de pouvoir mettre en place les maillons et avoir une communication multimodale. Sa situation géographique fait qu'aujourd'hui nous sommes pratiquement une proie de transmission qui peut faire en sorte que finalement les pays de l'Ubangi, Chari et les autres pays, la RDC et bien d'autres pays peuvent être ravitaillés au départ du Congo. Donc le Congo est un hub, et comme ça un hub naturel au niveau de la côte ouest africaine, à travers son port en eau profonde. Donc ce sont des atouts, mais les atouts du Congo, c'est aussi sa charte d'investissement, qui peut-être n'est pas assez vulgarisée. Il faut savoir que nous donnons, à travers notre charte d'investissement, certains avantages aux investisseurs qui viennent, qui ont un cahier des charges bien défini, qui peuvent, à travers donc, cette charte des investissements, bénéficier d'un certain nombre d'avantages
mais suivant, encore là, une fois de plus, un cahier des charges clair. Donc, l'emploi, l'employabilité, la production et bien d'autres, l'apport communautaire aussi, pour pouvoir bénéficier donc de certains avantages fiscaux et autres. Mais le Congo, c'est aussi quand même, c'est un pays, il fait bon vivre. C'est un climat très doux, c'est un climat favorable à l'agriculture. C'est aussi la capacité de se mouvoir, la capacité la liberté d'aller et venir des populations locales et comme des personnes étrangères. Donc là, ce sont quand même des atouts, des infrastructures de développement. Il y a eu pas mal de routes aujourd'hui, il faut le dire, les aéroports qui ont été construits et les ports secondaires qui existent. Donc, on a là quelques atouts qui sont des forces de notre économie. Il y a aussi notre monnaie, qui est une monnaie stable. Donc, lorsqu'on a mis tout ça, tous ces éléments ensemble, on a là une des forces de pouvoir, force non négligeable en ce qui concerne notre économie. Alors, en ce qui concerne les faiblesses, c'est le climat des affaires. C'est le climat des affaires. Il faut reconnaître que le classement Doing Business, qui est un classement qui émane de la Banque mondiale, il y a beaucoup de critères quand même au niveau de ces paramètres de Doing Business, donc du climat des affaires en français. Ça fait partie des faiblesses de notre économie, mais qui ne sont pas des faiblesses insurmontables. On peut arriver à améliorer le climat des affaires, le business, l'environnement du business en République du Congo. On peut corriger ces paramètres simplement à travers des politiques publiques, à travers aussi une prise de conscience des uns et des autres. Je pense que lors du message à la nation le 30 décembre devant le Parlement réuni en congrès, le président de la République a dû mettre les mots qu'il fallait sur les mots pour que les remèdes soient donnés par les acteurs gouvernés et gouvernants pour améliorer cet environnement, ce climat qui, ma foi, donne l'impression que faire les affaires au Congo n'est pas possible. Non, faire les affaires au Congo, c'est possible. À la fois pour les locaux et aussi pour les étrangers. Pour les étrangers. C'est pas plus facile pour les étrangers? Non, pas spécialement. C'est plus facile pour tous les citoyens, tous ceux qui veulent entreprendre. Non, les difficultés sont les mêmes, à coup sûr. Il n'y a pas une discrimination, que l'on soit étranger ou que l'on soit congolais. Lorsqu'on fait une démarche pour ouvrir une entreprise, lorsqu'on va vers le centre de formalité des entreprises, il n'y a pas là une différence, il n'y a pas de discrimination quelconque. Les formalités sont les mêmes. Vous allez au CFE, au niveau du centre de formalité d'entreprise, on vous donnera les mêmes types de documents qu'il faut avoir. Simplement, lorsqu'on est étranger, le premier élément, c'est déjà être conforme aux règles et dispositions légales de séjour en République du Congo. Alors, juste Désir Mondélé, à la page 63, vous mentionnez la faible dynamique du système financier en ces termes. Le système financier congolais est incapable de soutenir l'activité économique. L'accès au crédit bancaire par les PME et les TPE est très difficile, malgré la surliquidité constatée ces derniers temps au niveau des institutions bancaires nationales. D'où la difficulté de développer un secteur privé dynamique par manque de capitaux. L'excès de rigueur dans le contrôle des activités des institutions financières et bancaires vient renforcer les obstacles pour la disponibilité des crédits aux sociétés, limitant ainsi les investissements au seul secteur public. Un petit commentaire? Alors, oui, c'est un constat. C'est un constat. Vous savez, entre la publication du livre et les événements de tous les jours, on peut se rendre compte qu'il y a encore 4 ans, 3 ans en arrière, les banques avaient une capacité financière assez importante. Cependant, les taux d'intérêt, rien qu'à prendre les taux d'intérêt sont très élevés. Je vous prends l'exemple.
pour accéder à un crédit de consommation, simplement au niveau des personnes physiques, les taux varient entre 8 et 12%. Dans d'autres pays, les crédits à la consommation sont parfois à 2-3% pour les personnes physiques. Pour les entreprises, les taux d'intérêt sont aussi entre 8 pratiquement à 12%. Ça, c'est que les taux d'intérêt. Donc, c'est déjà pas rien, c'est déjà un obstacle. On n'a pas essayé, au niveau des banques, au niveau des institutions financières, je pense qu'il n'y a pas eu une réflexion pour voir dans quelle mesure arriver à des taux d'intérêt presque raisonnables. Or, les taux d'intérêt élevés montrent bien que les banques ne prennent pas beaucoup de risques. Bon. Un autre élément, sont les procédures d'accès au crédit. Un jeune entrepreneur qui a sa start-up, un projet de start-up, qui veut lancer sa start-up, comment il procède? Il est obligé d'aller vers les banques. C'est parfois pas des crédits, des sommes énormes, mais lorsqu'on voit les procédures, les contraintes, les hypothèques qui sont demandées, déjà que s'il doit se plier à la règle des 20% d'apport propre pour pouvoir lever les fonds, lever un petit crédit, c'est déjà très difficile. Donc ça, c'est un second point. Et finalement, le troisième point, c'est que si déjà au niveau des petits projets, des micro-projets, on a du mal à accéder au crédit, on verra bien que le secteur informel va continuer à rester dans l'informel et puis se développe comme ça une économie presque souterraine, une économie parallèle. Parce que finalement les capitaux, ces services, ces produits, ceux qui exercent, n'ayant pas la capacité de lever les fonds, de renouveler leur stock, d'avoir un environnement, je dirais, propice pour vendre leurs produits, n'ayant pas la capacité d'avoir un crédit revolving ou simplement un crédit simple pour partir, un petit crédit pour démarrer. La conséquence, c'est que malheureusement, ceux qui sont dans l'informel vont continuer à rester dans l'informel et l'informel, malheureusement, n'aura pas un impact sur toute la structure macroéconomique et toute la structure du pays. Il peut se développer aussi toute l'économie souterraine. Parce qu'il y a une frontière qui est très mince entre l'informel et l'économie souterraine. On peut basculer de l'informel à une économie parallèle et souterraine. Donc, ce qu'il faut qu'on développe ici, que vous n'avez peut-être pas lu, c'est que nous proposons à ce moment-là, la proposition qui est faite, c'est celle d'un fonds de garantie. Un fonds d'investissement et un fonds de garantie. Le fonds d'investissement peut être un fonds, peut émaner d'un partenariat public-privé. Ça peut être l'État peut apporter avec un partenaire tierce privé, peut constituer comme ça un fonds d'investissement et suite à des concours, suite à des appels à concours, peut sélectionner un certain nombre de projets pour finalement apporter à ces jeunes entrepreneurs, ceux qui veulent lancer des startups, les fameux 20%, les fameux 30% pour qu'ils puissent lever les fonds. C'est l'une des pistes. L'autre piste, c'est un fonds de garantie. Ça peut être un fonds de garantie aux PME, ça peut être un fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs, mais ce fonds de garantie peut être comme le fonds d'investissement public-privé ou simplement privé. Ou forcément privé, mais ça peut être un fonds de garantie pour des micro-projets. Vous savez, moi je parle beaucoup avec les jeunes, parce que je suis élu national d'un arrondissement populaire de Wenzé, donc je parle beaucoup avec les jeunes. Et lorsque vous parlez avec les jeunes, ils ont parfois des projets de 5 millions de francs CFA. Mais quand vous regardez l'étude de faisabilité, vous regardez le projet en soi, c'est un projet, parfois des projets bien structurés.
D'autres, c'est des projets qui vont de 10 millions à 20 millions de francs CFA. Parce que l'objectif d'un projet, c'est pas forcément faire vraiment fortune, mais c'est aussi permettre aux jeunes de vivre décemment, de sortir de ce welfare state, de l'État-providence qui est incarné par la fonction publique aussi, de pouvoir s'orienter vers d'autres secteurs. Donc voilà un peu ce qu'on pourrait dire sur ce point, pertinent d'ailleurs que vous avez souligné. Tango ya bakoko na tango na biso ekeseni Kongo ezalaki tango ya palanga misato bana nyonso ya mbokoyo bamonaki mpasi mpona mokili Kongo na ngai ezalaki na bato na tango ya matswa Kongo na ngai na tango ya bakoko ezalaki ndenge mosusu Kongo 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 Je peux dire que c'est une bonne chose que quelqu'un ouvre les fenêtres et les débats sur des questions d'actualité. Mais je dis que le problème de la diversification de l'économie, c'est l'avenir du pays. Mais en même temps, nous devons faire l'examen critique de notre itinéraire en matière de développement. Nous avons, vers les années 60, l'économie qui marchait avec l'exploitation des produits agricoles. Ensuite, dans les années 73-70, le pétrole est venu. Mais il y a eu quand même des actions qui ont été posées qui n'ont pas été très positives, puisque on avait demandé à l'État de renoncer à s'occuper des problèmes des produits d'exportation tels que le cacao et le café. Mais il n'y a pas eu le privé qui a pris la relève. Donc nous devons nous-mêmes avoir une conviction sur les actions à mener pour ce qui concerne l'économie. C'est important que d'attendre des recettes qui viennent de l'extérieur. Bon, moi je lirai le livre, puis j'aurai l'occasion de parler avec lui. Pour le moment, je ne l'ai pas lu, je peux pas. Merci pour ce sentiment, H. Merci. Oui, amis culturels, donc nous sommes ici dans l'espace de la FNAC de Brazzaville où nous recevons l'auteur Juste Désiré Mandélé pour son ouvrage Enjeux et perspectives, diversification économique au Congo-Brazzaville, paru aux éditions Jean Picolec. Alors, Juste Désiré Mandélé, puisque nous parlons de la diversification économique, après donc avoir porté cette définition, aujourd'hui, comment se présente le processus, dans ce processus de la diversification économique au Congo? Et j'aimerais bien savoir si aujourd'hui, ces enjeux, enfin les enjeux, ça se prête bien pour une nette amélioration, il faut dire, de l'environnement socio-économique et institutionnel dans cette dynamique de la diversification économique. Bon, ce qui est sûr, c'est que pour avoir une forte résilience aux chocs exogènes qui sont liés aux conjonctures, qui sont liées aux fluctuations des cours des matières premières, parce que ce n'est pas nous qui fixons les prix. Et ma foi, la volatilité des coûts au niveau des marchés impacte directement sur nos budgets, sur les politiques publiques. Donc aujourd'hui, ce qui est à faire, ce que nous proposons dans le livre, et
Et le constat aussi que nous avons fait, c'est qu'effectivement, sans les infrastructures de base, il est difficile d'aller vers une diversification. Je vous prends l'exemple simple. Aujourd'hui, on a une nouvelle cimenterie, il y a un investissement privé, la cimenterie Dangote dans le département de la Brenza. Il faut bien, le choix du site dépend d'abord de l'environnement. Est-ce que la matière première, on peut la trouver sur place? Est-ce que la main-d'œuvre, on peut aussi la trouver à proximité? Ce n'est pas tout. Les capacités aussi d'évacuation des produits. Donc, ce n'est pas un choix, on ne fait pas un choix d'implantation ex nihilo. Donc, le choix tient bien compte du potentiel, des potentialités autour du site. Donc, aujourd'hui, ce que le Congo, la République du Congo est déjà en train d'entreprendre, ce sont toutes les politiques publiques qui ont été menées pour émailler le Congo, les infrastructures de communication de base, les routes, les aéroports, et pour avoir aussi investi dans le port, hein, puisqu'il a fallu faire draguer davantage le port pour que le tirant d'eau tienne bien compte d'un tonnage un peu plus important de navires. Et toutes ces infrastructures font qu'on peut déjà envisager d'aller vers le processus. Et ce n'est pas tout. Le processus, c'est aussi, en ce qui nous concerne, déjà l'autosuffisance alimentaire. Dans les programmes de politique publique, on avait choisi cette grappe. Le PND écoulé, on avait choisi cette grappe. Le choix des grappes fait qu'au fur et à mesure, il faut aller vers l'implémentation de ces grappes-là. Les grappes, c'est quoi? On a choisi par exemple l'agriculture et l'agroalimentaire, hein, la foresterie et autres, l'agroforesterie et autres pour essayer de développer les pans entiers des secteurs économiques pour aller arriver à la fois à une autosuffisance alimentaire et aussi à une capacité d'export d'autres produits que la matière première actuelle principale qui est le pétrole. Le Congo a aussi beaucoup investi en termes de recherche en ce qui concerne les matières premières solides. On a l'or, le diamant, la phosphate, de la potasse. Vous savez qu'on a vu, il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues, qui ont investi dans l'exploration, la recherche. On parle même d'un port minéralier. Donc cela aussi va emmener à avoir d'autres ressources, d'autres produits, d'autres matières premières qui vont donc se mettre en place et à côté de la matière principale qui est le pétrole pour aller vers cette diversification. Mais la base, c'est l'éducation aussi. Vous savez, lorsqu'on fait les enquêtes... Et la culture aussi, il faut dire, c'est la culture. Mais la culture d'entreprise, on l'acquiert aussi à travers la formation. À travers la formation, à travers l'éducation, à travers les programmes scolaires, l'environnement scolaire. Vous savez, il y a une enquête, je crois que je parle de cette enquête-là dans le livre, enquête faite par le centre de formation, le centre d'études pour la formation qualifiante. Et vous verrez que dans cette enquête, par exemple, lorsqu'on classifie les métiers que souhaiteraient faire les jeunes apprenants, on peut être surpris. L'agriculture, je crois que c'est autour de même pas 5%. Même pas 5%. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est plus les métiers, on dirait plus les métiers administratifs, les métiers, mais les autres métiers. Mais lorsqu'on va développer ou amorcer le développement de l'agriculture, la main-d'œuvre viendrait d'où? Déjà actuellement, avec la matière première que le pétrole, il y a des pans de métiers du pétrole qui ne nécessitent pas forcément une qualification très poussée, mais qu'on ne trouve pas chez nous. Les sociétés pétrolières, parfois, sont obligées de faire recours à la main-d'œuvre étrangère qui peut venir de la Pologne ou d'autres pays. Donc, il y a l'éducation. Il faut effectivement qu'il y ait vraiment une refonte, qu'on essaie d'adapter, qu'il y ait une stratégie d'adéquation, formation qualifiante et métier à exercer.
Donc cela aussi est très important. Et on sait que par le passé, tout à l'heure vous avez parlé de l'autosuffisance alimentaire, on sait qu'à un moment, ça a été un grand projet dans ce pays et qui a failli basculer, n'est-ce pas, dans des simples slogans. Aujourd'hui, pour ne pas que la diversification économique soit un simple slogan, puisqu'aujourd'hui c'est dans la bouche de tout le monde, quels sont les mécanismes d'appui, n'est-ce pas, pour que la diversification économique soit concrète? Est-ce qu'il y a-t-il des mécanismes d'appui qui existent? Les mécanismes d'appui, c'est bon, je reviens sur la formation et ensuite les infrastructures qui sont là. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'État, il ne revient pas à l'État de créer les entreprises. La diversification de l'économie n'est pas que de la responsabilité de l'État, c'est aussi de la responsabilité des privés. D'ailleurs, l'État ne crée que le cadre institutionnel. L'État crée l'environnement. L'État crée donne les mesures incitatives. Mais il revient, d'où l'importance des fonds d'investissement, l'importance des fonds de garantie, l'importance aussi des incubateurs, des incubateurs de projets, parce qu'il ne revient pas à l'État. Sinon, autrement, on risque de vouloir une chose, et en réalité, c'est son contraire. Et son contraire. Donc, l'État, oui, l'État, c'est l'acteur qui met en place les mécanismes, les procédures, le cadre juridique, le cadre incitatif, les conditions de paix, par exemple, un environnement de paix, ça c'est la responsabilité de l'État. Arriver à améliorer le climat des affaires, c'est la responsabilité de l'État. Arriver à susciter la mise en place des fonds, ça aussi c'est la responsabilité de l'État. Mais il faut qu'on sorte du tout État dans l'économie. Il faut qu'on sorte du tout État. De l'État-providence, vous voulez dire. De toute façon, l'État-providence, comme disent les Anglais, le welfare state n'existe pratiquement plus. Déjà, les pays très très riches sont sortis pratiquement du schéma de l'État-providence. Certains ont réussi, d'autres tentent de le faire. En tout cas, de toute façon, les conjonctures économiques actuelles au niveau mondial ne permettent pas à ce que les États interviennent comme s'il revenait à l'État de créer des entreprises. Non. Au contraire, il faut solliciter un désengagement de l'État au niveau entrepreneurial et plutôt pousser à ce que les privés, de plus en plus, investissent les pans entiers de l'économie. Les privés créent des sociétés de tourisme, par exemple. Prenons que cette grappe-là de tourisme. La nature a déjà créé un cadre. On a la forêt, on a l'eau, on a la faune, la flore qu'il faut. On a les aéroports secondaires. C'est des parias, parce que celui qui veut aller aujourd'hui, par exemple, dans la Likwala, peut arriver de l'extérieur, débarquer dans un bel aéroport international de Maya-Maya, et ensuite prendre un petit appareil pour aller au niveau de Bétou, par exemple, et ainsi de suite. Donc, je veux dire, c'est aussi au privé de s'approprier ces notions, de créer les conditions et finalement d'arriver à utiliser, à occuper les pans de l'économie, faute de quoi, demain on sera obligé de passer par une société totalement étrangère pour visiter notre propre pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les privés, locaux aussi, s'investissent, occupent ces espaces qui sont encore viables, qui ne demandent qu'à être occupés. Alors, juste Désir Mondélé, il faut dire, il y a également une autre dimension que vous abordez dans votre ouvrage, c'est les sources possibles, n'est-ce pas, de financement des projets devant faciliter, sinon capables, susceptibles de faciliter finalement cette diversion économique. Absolument, absolument. Un projet, il peut être bien ficelé, il peut être bien monté, avec un business plan bien établi. Mais s'il n'y a pas de financement, s'il n'y a pas de moyens de financement, ça restera dans les tiroirs et on peut avoir comme ça plusieurs projets sans pourtant être capable de transformer ces projets en activités concrètes.
Mais le projet demande l'investissement. Il y a la ressource privée, donc ceux qui montent les projets peuvent aller vers une banque et pouvoir obtenir un financement. Mais on revient sur les fonds propres. On reviendra sur les fonds propres. Donc, il faut revenir finalement vers un partenariat public-privé ou privé, ou simplement l'État. On revient sur le fonds de garantie et les fonds d'investissement. On a besoin d'un fonds d'investissement. On a eu, c'est vrai, on a quelques fonds publics. On a eu des fonds pour le soutien à l'agriculture. Il y a des fonds, le FIDA, il y a d'autres fonds. Mais là, il s'agit vraiment des fonds d'investissement, des fonds mobilisés à travers certains mécanismes. Ça peut être, bon, c'est pas pour taxer, mais ça peut être, on peut prélever un certain nombre de taxes. Déjà dans d'autres pays, sur les billets d'avion, il y a des taxes. Il y a des taxes sur les billets d'avion. Il pourrait y avoir des taxes sur certains produits qui sont jugés comme étant des produits de luxe. Voilà. Ça peut être des ressources pour permettre à ce que ces fonds-là viennent en appoint à un fonds d'investissement que les pourraient mettre en place à la disposition des jeunes. Moi, je prends un exemple simple. Imaginez un seul instant qu'il y ait 2 ou 3 incubateurs avec comme visée des secteurs bien précis. L'agriculture, le tourisme et l'élevage, par exemple. Et que par année, qu'il ait la capacité de donner, de lancer des concours comme ça, des projets, et de retenir un certain nombre de projets, que par année, qu'on ait au moins 10 à 20 projets par an, avec les financements à la clé, on pourrait suivre le processus pour voir finalement l'aboutissement de ce type de projet. Voilà. Donc les sources, oui, il y a des sources de financement avec beaucoup de volonté de la part des partenaires publics et privés. On peut en effet arriver à mettre en place comme ça un fonds d'investissement avec un mécanisme de gestion privé de ce fonds d'investissement, avec une rigueur et la définition très claire des mécanismes de choix des projets et un mécanisme de suivi, d'évaluation, voire de surévaluation de ces projets pour que finalement il y ait des garde-fous pour voir dans quelle mesure ces projets pourraient aboutir. Amis culturels, nous voici arrivés quasiment au terme de ce partage avec l'auteur Juste Désiré Mandélé, donc auteur de Enjeux et perspectives diversification économique au Congo-Brazzaville. Je mentionnais que l'ouvrage est paru aux éditions Jean Picolec. Et juste pour une dernière présentation de notre invité, Juste Désiré Mandélé, il faut le dire, est né à Brazzaville. Et il a fait ses études donc à Bucarest, où il sort avec une maîtrise en sciences politiques. Et puis à Paris, avec un DSS de gestion des collectivités locales. Il faut dire qu'il est directeur général de la Société congolaise de manutention de bois, en sigle SOCOMAB, et ancien vice-président du groupe de négociation de la République du Congo pour la facilitation des échanges à l'OMC, et prix d'excellence en 2015 des entreprises congolaises catégorie transport et logistique, commandeur dans l'ordre du mérite congolais. Il est élu municipal et conseiller, il faut dire, spécial du président de la République, mais conseiller, département, il faut dire, département politique. Et l'ouvrage est là, nous venons d'avoir cet échange. J'aime bien parler en termes de partage. Et au terme de ce partage, Juste Désiré Mandélé, est-ce que vous avez le sentiment de n'avoir pas tout dit et qu'il vous avez encore quelque chose à nous dire pour prendre congé de... Non, je pense qu'on a fait le tour, mais bon, en si peu de temps, il est difficile. Ce que je peux dire, c'est simplement que, quelles que soient les politiques publiques, quelles que soient les stratégies mises en place, c'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui est au centre et l'homme doit s'approprier le destin commun et la volonté humaine, la communion de toutes les volontés vont forcément aller vers quelque chose de plus dynamique. Il faut y croire. Et pour y croire, c'est possible. Moi, j'insiste là-dessus. C'est vrai qu'on
semble un peu caricaturé. Oui, est-ce que c'est un slogan? Maintenant, la diversification, c'est un débat. Le débat, il est bien. C'est bien de poser le débat, surtout dans la conjoncture, la situation actuelle où nous sommes en négociation avec des partenaires financiers multilatéraux, avec le Fonds monétaire international. Il est important aujourd'hui que le Congolais ne soit pas fataliste, parce que les crises où on a déjà surmonté les crises dans ce pays, on va surmonter cette crise actuelle, mais surtout, le Congo, les atouts, Des atouts très importants j'ai la foi que ce que Dieu nous a donné, on est conscient déjà de cette manne, de cette richesse, et j'ai aussi la foi que les Congolais qui sont des gens intelligents, des Congolais qui savent qu'il est important de vivre dans un climat de quiétude et de paix, parce que de ça qu'il s'agit, qu'ils soient à l'extérieur du pays, qu'ils soient à l'intérieur du pays, savent aussi, je le pense et je crois, que ce n'est qu'en posant tous nos mains sur les trous de la jarre qu'on arrivera à empêcher à ce que les eaux fuient de la jarre. Donc, c'est de la responsabilité de tous. Ce n'est pas que la responsabilité de l'État, c'est de la responsabilité aussi des citoyens, et que le citoyen doit être au centre et le citoyen doit s'approprier tous les mécanismes pour que demain, on ne dise pas qu'on a dû céder tous les pans de l'économie aux autres ou aux étrangers. Voilà, je vous remercie aussi pour cet échange. Je remercie aussi la FNAC d'avoir organisé cette cérémonie de dédicace. Et bonne lecture à tous. En tout cas, merci. Juste Désiré Mondélé. Merci. Voilà. Merci. En tout cas, il y a eu beaucoup de courage. Et je sais que vous êtes encore sur un chantier. Et que très bientôt, certainement, qu'on se retrouvera, n'est-ce pas, pour d'autres échanges. Dans un an ou deux, je pense. Voilà, parfait. Alors, amis culturels, merci donc pour votre fidélité. Nous sommes là déjà au terme de cet échange. Je vous dis merci et passez une très belle journée dans vos familles respectives. Et nous prenons date pour samedi prochain, 14h. Merci.